Hello, ici Bruno à la parole. Découvrons aujourd'hui sur la chaîne Échiquier des puissants l'histoire de l'hyperinflation au Zimbabwe, la réforme agraire de Mugabe, l'exode des fermiers blancs et les répercussions économiques actuelles. Ceci est un billet de banque de 100 milliards de dollars du Zimbabwe, l'une des monnaies les plus sans valeur de l'histoire. Le papier sur lequel il est imprimé vaut plus que l'argent lui-même. L'hyperinflation a frappé durement le pays. À son apogée en 2008, les prix doublaient toutes les 24 heures. Des gens se couchaient en pensant appartenir à la classe moyenne pour découvrir le lendemain qu'ils étaient devenus pauvres. Le prix des denrées alimentaires augmentait si vite que le Zimbabwe, autrefois grenier de la région, a dû importer de la nourriture de l'étranger simplement pour nourrir sa population. En même temps, la dette nationale s'accumulait et les obligations envers les créanciers internationaux limitaient la manière dont le gouvernement pouvait dépenser son budget. Peu de temps après, le déclin économique s'est installé, la productivité a chuté et des événements comme des sécheresses et des catastrophes naturelles ont aggravé la situation. Aujourd'hui, le Zimbabwe possède l'une des pires économies du monde. Environ 1 personne sur 3 vit dans une pauvreté extrême. Mais désormais, le gouvernement tente de rectifier les choses. Il revient au point de départ de la crise, lorsqu'il a confisqué les terres de ses fermiers blancs et les a forcés à partir. Cette décision a déclenché l'effondrement économique du pays. Et depuis 2017, le gouvernement négocie le retour de la communauté blanche zimbabwéenne. Cependant, la réconciliation n'est pas facile, et le ressentiment reste fort. Les fermiers blancs doutent de la sincérité du gouvernement, tandis que les fermiers zimbabwéens autochtones craignent de perdre leur nouvelle propriété. Quelque chose devra céder. Car si l'histoire garde rancune, la fin, elle, n'attend pas. Contrairement à la plupart des pays africains qui ont obtenu leur indépendance dans les années 1960, le Zimbabwe a démarré tard. Il n'est devenu un pays qu'en 1980. Et même alors, il a failli être remplacé par un autre État, appelé la Rhodésie. En 1965, l'administration blanche minoritaire de Rhodésie a unilatéralement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais cette déclaration a été ignorée. Personne ne l'a reconnue. En fait, les Nations Unies se sont mobilisées pour faire tomber la Rhodésie. Le Conseil de sécurité a interdit la vente d'armes en 1966, puis a restreint toutes les importations et exportations. Quand les sanctions ont échoué à changer le comportement de la Rhodésie, il est devenu clair que cet État ne pouvait pas être démantelé comme les autres colonies. C'est alors qu'un jeune militant, Robert Mugabe, a soutenu un groupe appelé ZANU, Union nationale africaine du Zimbabwe. Leur mission ? Une révolution pour instaurer la majorité noire au pouvoir et renverser le gouvernement blanc minoritaire. Ce qui a suivi a été la version africaine de la guerre froide. L'Angola, la Zambie et la Tanzanie soutenaient le ZANU en fournissant armes et fonds, tandis que l'Afrique du Sud devenait le principal soutien des forces rhodésiennes. Les armes affluant de toutes parts, la Rhodésie est tombée dans une guerre civile sanglante à partir de 1964. Après 15 ans et 30 morts, un cessez-le-feu fut signé en 1979, promettant des élections l'année suivante. Le ZANU a gagné ces élections, et Mugabe est devenu Premier ministre. Après son arrivée au pouvoir, il a démantelé la Rhodésie et ses services civils, puis a renommé le pays Zimbabwe. La communauté internationale a approuvé la transition et reconnu le pays. Mais malgré ce changement d'image, le Zimbabwe faisait face à de graves problèmes. Pendant la colonisation, la répartition des terres était profondément inégale. Environ 400 fermiers blancs possédaient 50 et 1% des terres arables, tandis que 3 millions de Zimbabwéens autochtones ne détenaient que 42%. De plus, il n'était pas autorisé à posséder certaines terres commerciales. Dès son arrivée au pouvoir, Mugabe a donc fait de la réforme agraire une priorité. Au début, son gouvernement a tenté d'acheter volontairement des terres aux fermiers blancs. Cela a fonctionné, mais lentement. Entre 1980 et 1987, les terres détenues par des fermiers blancs ont diminué de 20%. Pour Mugabe, ce n'était pas assez. Le fossé économique restait énorme. Bien que les fermiers blancs ne représentaient que 2% de la population, ils contrôlaient
plus 45% du PIB. Dans les débuts des années 2001, il a donc lancé une réforme radicale. Confisquer les terres privées et les redistribuer aux Zimbabwéens autochtones. Mais ce programme s'est transformé en désastre. Violence, corruption, mauvaise gestion, la plupart des terres confisquées ont été offertes à des alliés politiques de Mugabe qui n'avaient aucune expérience en agriculture commerciale. Résultat, l'agriculture s'est effondrée. Le Zimbabwe, jadis grenier de la région, a vu sa productivité chuter. Dès 2006, un tiers de la population dépendait de l'aide alimentaire. Le pays, exportateur de nourriture, est devenu importateur. L'Occident a alors imposé des sanctions contre le Zimbabwe, isolant encore plus son économie. Mugabe, pour couvrir la dette publique issue de sa réforme, a choisi d'imprimer massivement de la monnaie. Ses conseillers l'avaient averti, mais il l'a fait quand même. L'inflation a explosé, double, triple, quadruple, jusqu'à atteindre 6 milliards % en 2008. Face à cela, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie en 2009 et adopté le dollar américain et le rand sud-africain. Il a fallu presque 10 ans pour stabiliser l'économie. Mais en 2017, le président Mugabe a été renversé par un coup d'État militaire, remplacé par Emmerson Mnangagwa. Plus pragmatique, il a reconnu que le retour des fermiers blancs était essentiel pour relancer l'économie. Cela augmenterait la production, améliorerait la sécurité alimentaire, créerait des emplois, relancerait les exportations et apporterait des devises étrangères. Mais le problème restait. Toutes les terres avaient déjà été distribuées aux alliés politiques de Mugabe. Mnangagwa a donc opté pour des partenariats agricoles mixtes, fermiers blancs, plus propriétaires autochtones. Quelques résultats positifs ont suivi. Mais la majorité des fermiers blancs refusent de revenir, faute de confiance. En 2024, le gouvernement a annoncé un plan d'indemnisation de 3,5 milliards pour les fermiers blancs et 196 millions pour certains fermiers étrangers. Mais seulement 1% payé en cash, le reste en obligations d'État, jugées sans valeur. De plus, cette indemnisation couvre uniquement les infrastructures, machines, bâtiments, pas les terres elles-mêmes. En parallèle, une loi a donné la pleine propriété des terres aux fermiers autochtones, excluant les blancs. Cela a rassuré les autochtones, mais rendu impossible pour les fermiers blancs d'obtenir des prêts, un bail n'étant pas accepté comme garantie bancaire. Sans accès au crédit, impossible d'investir. Résultat, malgré la rhétorique, le programme de réintégration des fermiers blancs ne fonctionne pas. Certains pensent même qu'il est volontairement conçu pour échouer. Car dans les négociations internationales avec la Banque africaine de développement et l'ONU pour lever les sanctions et restructurer 21 milliards de dettes, le Zimbabwe met en avant ce processus pour paraître coopératif, sans vraiment résoudre le problème. En diplomatie, parfois, faire semblant suffit à obtenir des concessions. Le Zimbabwe pourrait ainsi faire lever ses sanctions, obtenir des prêts du FMI, tout en évitant de fâcher ses soutiens politiques internes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous dès maintenant à Échiquier des Puissants et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Likez, partagez et restez connectés à nos nouvelles vidéos chaque semaine sur la géopolitique et l'économie mondiale.